Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Nouvelle invitée m'a rejoint, Claudie Sia. Vous êtes journaliste. Au fond, je ne vous présente plus. Vous avez, d'une certaine manière, provoqué ce que j'appellerais une insurrection des consciences. Et ça a donné lieu à une manifestation, une grande manifestation, ce samedi 18 novembre, devant la représentation diplomatique de la Libye. En France, vous êtes un homme révolté, indigné. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Et mes deux autres invités sont restés avec moi, Patrick Mbeko, géopolitologue, et Brice Nzamba, avocat, analyste politique. En 2011, la France et avec l'OTAN ont voulu sauver Benghazi, éviter le bain de sang à Benghazi. Et en bombardant la Libye, ils l'ont désintégré et transformé en une poudrière où prospèrent désormais des activités de grande criminalité. De la stabilité à la poudrière, c'est un sujet de la rédaction signé Ibrahima Dioumaba. L'instabilité politique de la Libye occupe l'actualité depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi en 2011. En 6 ans, ce pays est devenu une plaque tournante du terrorisme et de l'immigration clandestine. Jadis connu pour sa stabilité et la floraison de son économie, la Libye préoccupe les Africains au plus haut niveau et c'est l'intervention de l'OTAN qui est pointée du doigt. Il serait remarqué qu'à Deauville, au G8, le président Issouf et moi, nous avons mis en garde les grandes puissances. Nous avons dit de ne pas intervenir en Libye. Quelle intervention aura deux conséquences? La somalisation de la Libye et la priorisation du terrorisme chez nous. Somalisation de la Libye, parce que qui connaît comment le président Kadhafi gouverne avec ce chef de tribu, s'il n'y a pas là, chaque tribu va prendre son autonomie, donc la Libye deviendra comme la Somalie. Depuis quelques jours, l'actualité africaine est occupée par la révélation faite par des médias sur le trafic de migrants et l'esclavage dont ils font l'objet en Libye. Dans certains pays, des manifestations ont eu lieu devant les ambassades libyennes. Le Burkina Faso a d'ailleurs rappelé son ambassadeur en Libye et l'Union panafricaine de la jeunesse s'est saisie de la question. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir cette Libye qui défendait les Africains? C'est pas la Libye d'hier, ça. C'est pas la Libye qui venait au secours des Africains. Donc il ne faut pas que nous puissions oublier les responsabilités qui sont partagées ici. Nous devons prendre également le temps d'investiguer pour mener des actions concrètes. Et c'est pour cela que l'Union panafricaine de la jeunesse, dès aujourd'hui, nous avons décidé d'ouvrir des enquêtes. L'Union africaine s'active pour réunir les différents protagonistes afin de trouver une solution politique et mettre fin au chaos qui règne en Libye. La question de l'immigration clandestine devrait être abordée lors du sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre à Abidjan le 29 novembre 2017. Nous avons dit que le problème libyen doit être résolu par l'Union africaine parce que les problèmes africains doivent être réglés par l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons notre travail pour que nous ayons la possibilité de réunir toutes les forces libyennes, les partis politiques, les chefs de libyen, etc. pour mettre en place un gouvernement d'union nationale qui va organiser des élections. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu en Libye et qu'il y a beaucoup d'interférences. Donc c'est une bataille que nous sommes en train de mener. La Libye est actuellement gouvernée par plusieurs forces adverses. En décembre 2015, des représentants du Parlement de Tobrouk et du Congrès général national de Tripoli ont signé un accord de réconciliation à Skirat au Maroc, sous l'égide des Nations Unies. Les deux principaux leaders, Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar, ont même adopté un plan de sortie de crise en juillet 2017. Le Premier ministre d'Union nationale souhaite la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars 2018. Alors, Claudie Sia, avant de revenir sur les responsabilités extra-africaines du drame libyen, je voudrais vous poser une question sur les marchés à esclaves en Libye. Avec ces marchés, l'humanité redécouvre, ou du moins se découvre une nouvelle plaie. Et cette plaie vous indigne, vous révolte, et vous teniez à l'exprimer. Il n'y a pas de nouvelle plaie. L'esclavage n'a jamais cessé en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, ou en Afrique subsaharienne et d'une autre façon. Vous savez, sur ce plateau, je suis le seul dont le peuple est né dans les fers de l'esclavage, puisque je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, et que cette histoire de l'esclavage, cette violence de l'esclavage, je la ressens dans mon corps, dans mes tripes chaque jour. Les gens ont du mal à l'imaginer, sauf ceux qui, comme moi, peut-être viennent de ces populations-là. Je suis le premier en France à avoir organisé une marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage le 23 avril 1998, parce que l'Espagne venait de commémorer la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb, et la France était associée à cela, en oubliant le génocide des peuples autochtones et la déportation des millions d'Africains.
L'esclavage a commencé, puisque les Arabes ont commencé à nous déporter, au 7e siècle. Puis sont venus les Européens dans un commerce triangulaire qui n'est pas triangulaire, puisqu'il n'y avait que 2 côtés de l'Atlantique qui en bénéficiaient, et pas l'Afrique, en tout cas. Absolument. Ce qui se joue aujourd'hui... Il y a une dimension symbolique qui est importante pour vous. Ce que beaucoup de gens, en regardant cette vidéo, se sont dit, c'est juste un coup de gueule de Claude Issiard. Oui. Et moi, je pensais d'ailleurs que je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Oui. Mais en faisant cette vidéo, je savais quelle était sa charge émotionnelle. Pourquoi? Parce que dans mes propos, dans mes mots et dans mon indignation, je vais en réalité bien au-delà de ce qui est en train de se jouer là, de ce drame. Alors certains s'étonnent en disant, je vous ai entendu tout à l'heure dire oui, mais tout le monde savait. Moi, je crois qu'il faut qu'on sorte de la logique des sachants, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas, ou parce qu'ils sont mal informés, ou parce qu'ils ne veulent pas savoir, ou qu'importe la raison. On est dans des temps médiatiques, nous sommes là dans un média important qui permet à celles et ceux qui nous regardent de comprendre le monde et de comprendre l'Afrique. En tout cas, la grande masse ne le savait pas. Exactement, lorsque vous avez un temps médiatique, un épisode médiatique qui crée de l'émoi, et vous pouvez vous en saisir pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension de cette géopolitique, et là je suis à côté d'un géopoliticologue, donc qui peut en parler un peu plus que moi, et vous devez arriver à saisir ça et à faire entendre votre cri. Et puis, on peut s'en prendre à l'OTAN, on peut s'en prendre à l'Europe, on peut s'en prendre à la France, on peut s'en prendre à tout le monde. Il y a un moment donné, moi, lorsque j'entends les responsables politiques de notre continent, avec des déclarations d'indignation, avec des envies où il faut saisir les tribunaux internationaux, il faut saisir cela. À quel moment nous allons, nous, écrire l'histoire? À quel moment nous allons nous décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal? Moi, si j'avais été président d'un pays, non seulement je convoquais l'ambassadeur de Libye, mais je le renvoyais, je rappelais mon ambassadeur, j'envoyais un avion pour aller chercher mes ressortissants. Mais surtout, j'aurais mis en place des politiques qui auraient empêché mes jeunes de partir. Je leur aurais donné du travail. Mais nous savons qu'en amont, il y a quoi? Il y a une forme de... et puis j'en aurais terminé, il y a une forme de néocolonialisme qui ne dit pas son nom, avec des accords de décolonisation qui enferment, qui nous emprisonnent. Et nos chefs d'État ont peur de dire à leur population, voici les accords de décolonisation, nous sommes pieds et poings liés. En tout cas, le Burkina Faso a déjà rappelé son ambassadeur en Libye. La Côte d'Ivoire prend déjà des mesures, a même déjà pris des mesures pour rapatrier ses ressortissants qui sont en Libye. Mais dites-nous, Patrick Mbeko, Claude Issiard l'a dit, on peut s'en prendre à la France, on peut s'en prendre à l'OTAN, mais le fait est là, la réalité est là, ce sont nos frères qui sont là maintenant et qui souffrent. Mais dites-nous, dans quelle proportion devons-nous interpeller la responsabilité de l'OTAN et des pays qui ont contribuer à la dislocation de la Libye? Moi, je pense qu'il faut très rapidement. Il faut le voir. Il y a plusieurs étapes. Et quand je disais d'ailleurs que tout le monde le savait, je parlais des chefs d'État parce que c'est ça que vous parlez. Les populations, je peux comprendre que les gens ne savaient pas. Et puis souvent, on l'a remarqué avec les réseaux sociaux, il y a aussi cette tendance à faire. Il y a beaucoup de spectacles avec les réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité aussi. Parce qu'on a. Mais c'est l'époque. Exactement. On a beaucoup parlé quand même de cette affaire des Noirs qui étaient martyrisés en Libye et les gens n'ont pas beaucoup bougé. Et il n'y a pas que la Libye. Il y a beaucoup de pays africains, il y a des problèmes et les gens ne bougent pas. Absolument. On attend, les gens ne bougent pas. C'est-à-dire que quand il y aura un reportage, les gens vont bouger. C'est une réalité que l'on observe. Donc, je suis d'accord avec Claudie quand il dit qu'il y a une responsabilité à prendre. Et cette responsabilité, écrire l'histoire, c'est aussi faire comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, ne pas chercher à ce que la vérité ait une couleur. Vous avez une vérité, vous vous saisissez de cette vérité-là et vous avancez. C'est ça aussi. Alors aujourd'hui, l'un des problèmes qui se pose en ce qui concerne la Libye, c'est vrai, on peut parler contre les chefs d'État africains, mais nous savons aujourd'hui aussi que la plupart de ces chefs d'État africains ne nous représentent pas. Ils représentent les gens qui les ont placés là. Est-ce que vous avez vu les Angolais là-bas? Avez-vous vu les Sud-Africains là-bas? En Libye? Bon, c'est vrai que de l'Afrique du Sud à Tripoli, attention, le chemin est long quand même. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que les gens, quand ils sont déterminés, ils vont très loin. Bien sûr. Absolument, on est d'accord. Alors, il y a un problème de gestion au niveau des États africains, de gouvernance. Mais on ne peut pas escamoter les causes profondes de cette réalité-là. Parce qu'on a quand même vu, il y a des États, moi je viens du Congo, là, un pays où il y a eu combien 6 millions de vies fauchées. 6 millions.
Je dis bien 6 millions. Essayez de vous dire que le Congo-Brazza, le Gabon et la Guinée ont disparu comme ça. C'est ce Congo-Brazza. Et ça continue. On n'en parle pas. Il y a une responsabilité tant au niveau africain, mais aussi à l'extérieur. Et la responsabilité extérieure est beaucoup plus importante. Parce que si on n'avait pas déstabilisé la Libye, nous n'aurons pas eu ça. Nous n'aurons pas eu la déstabilisation du Mali, qu'on semble oublier. Nous n'aurons pas eu la déstabilisation du Sahel, puisque cette région-là est polluée par des groupes armés de toutes sortes aujourd'hui. Mais on l'a vu, vous êtes politologue, vous avez entendu le président Alpha Condé dans l'élément qui est passé, il a dit, nous étions contre les bombardements. Exactement. Nous étions farouchement contre cela. Il y a une chose qu'il faut dire. Il y a une chose qu'il faut dire. Les chefs d'État africains étaient contre le bombardement de la Libye. Et si moi, j'étais chef d'État africain, j'allais aussi prendre mon courage et agir contre les puissances occidentales. Parce qu'on ne peut pas... Ça nous fait deux candidats sérieux et crédibles au poste de président. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous devons être prêts aussi à dire nous allons rompre nos relations diplomatiques avec vous. Puisque de toute façon, est-ce que nous gagnons quoi? Que gagnons-nous dans nos rapports avec l'Occident? Rien. C'est ça la vérité aussi. Nous ne gagnons pas grand-chose, à part ce qu'on appelle aide qu'on nous jette un peu comme des chiens. C'est ça la vérité aussi. Alors l'Afrique aussi doit devenir responsable au niveau interne. Parce que parfois, il y a des déstabilisations qui se font dans nos États à l'interne, où des chefs d'État jouent le rôle de sous-traitants des intérêts étrangers pour déstabiliser leurs voisins. Vous voyez, le problème est beaucoup plus complexe. Parce que quand vous rentrez dans l'arène géopolitique, ça devient très complexe. Absolument. Alors vous avez des responsabilités tant sur le plan interne qu'externe. Et parfois pour... essayer de juguler tout ça, c'est assez complexe. Mais la chose la plus importante, c'est au niveau des populations africaines. Cette conscience historique qui s'est installée, qui va permettre aux populations africaines de se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un réveil. Et il faut travailler dans ce sens-là, pousser pour qu'il y ait des changements profondeurs. Il faut que les chefs d'État, et il a dit une chose qui est très importante, c'est que les chefs d'État africains ne s'en remettent pas à leur peuple. Alors que s'ils s'en remettaient à leur peuple, leur peuple deviendront leur bouclier face à des émissions étrangères. C'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Brice Nzamba, curiosité de l'histoire, les Européens se frottent les mains en ce moment. Ils disent, ils commencent à comprendre, c'est très bien. Si leur mobilisation peut faire qu'effectivement, on ne soit plus envahi, ce serait très bien. Et comment devons-nous aller au-delà? Parce que n'oublions pas qu'au départ, il y a cet accord avec Kadhafi qui consistait à sous-traiter la question des réfugiés en Libye. Ça a été une erreur? Mais écoutez, moi je suis vraiment étonné. C'est-à-dire qu'on devrait d'abord se poser la question de savoir pourquoi les gens s'y retrouvent en Libye. Bon, la circonstance de savoir que la Libye est déstabilisée, etc., c'est très intéressant. Que la Libye soit déstabilisée et que les miliciens libyens se disputent pour le pouvoir en Libye, ça peut arriver, comme ça arrive dans sous d'autres cieux. Mais la question, c'est comment des jeunes Africains partent de chez eux. Pourquoi ils partent de chez eux, marchandent et prennent des... Alors on l'a dit, manque de perspective, voilà, tout ça, c'est vrai que... Mais non, mais il faut approfondir, parce que ça, ce sont des expressions générales, manque de perspective. Il faut indexer les problèmes et mettre les mots aux situations. Parce qu'aujourd'hui, le frère Mbeko a souligné un point important qui est la conscience historique. Il manque criardement en Afrique, au niveau de l'élite. Moi, je ne parle même pas de la population, parce que la population n'est que le reflet de l'élite. C'est l'élite qui fait la population. Au niveau de l'élite africaine, il y a un problème de conscience historique. Les gens ne réalisent pas 400 ans d'esclavage que les nôtres ont vécu. Les gens n'ont pas conscience des causes qui ont généré ça. Et parce qu'un peuple qui n'a pas conscience de son histoire est condamné à revivre cette histoire. Et ce n'est pas que des mots. On est en train de vivre ça au quotidien. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des prospections qui sont faites dans des cercles de réflexion occidentaux sérieux qui disent que en 2040-2050, la population africaine va constituer 50% de la population mondiale. Oui, soit 2,4 milliards. Voilà, ça c'est 2050. En 2300, ça c'est des projections encore plus loin, parce que ces gens-là, ils voient... Oui, c'est des gens qui voient loin. Que nous, on parle que d'aujourd'hui, demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils disent que 85% de la population africaine, si on ne fait rien, 85% de la population mondiale risque d'être africaine. Si on ne fait rien. Pourquoi donc, c'est-à-dire que les conditions telles que le planning familial est fait en Afrique, etc., s'il n'y a rien n'y est fait pour s'opposer à cet élan-là, la population africaine ne ferait que se multiplier. Alors, quand on a des hommes politiques, une élite qui est visionnaire, elle fait quoi? Elle prévoit des cadres structurels, d'abord,
l'existence d'un vrai État, parce qu'un État, déjà, il contrôle son territoire. Un État s'adosse derrière une nation qui a une vraie conscience des intérêts communs. Et ensuite, il y a une vision de puissance pour se protéger, non pas seulement à l'échelle de l'État, à l'échelle de la sous-région et à l'échelle du continent. Il faut une vision. Et quand on n'a pas cette vision-là, eh ben, la nature ayant horreur du vide, on subit la vision des autres. C'est que justice. Donc, on est dans un processus où, aujourd'hui, on s'indigne, ce qui est très bien, mais s'il n'y a pas une élite qui a une vision et qui a la volonté de créer les conditions, de se donner les moyens d'assurer sa propre survie, hein, comme disait Frantz Fanon, un peuple ne développe pas un autre peuple, il se développe lui-même. Il faut d'abord partir de son propre intérêt. Ça, c'est ce qui nous manque. Nous avons aujourd'hui des chefs d'État qui ne représentent que leur clan et leurs propres intérêts. Ils n'ont aucune perspective, aucune vision pour leur jeunesse. Alors moi, je suis étonné que des jeunes qui vont se noyer dans l'océan, en Méditerranée, ou qui sont même maltraités dans des pays du Maghreb, aucun chef d'État africain ne monte au créneau. Mais c'est quand même extraordinaire. Donc, mais ils sont combien? Non, il faut dire qu'à l'époque, il y a des articles concernant la maltraitance des Noirs en Algérie, où on les interdit même de prendre des bus. Quel chef d'État africain est monté au créneau pour s'indigner? Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a une situation où on a le sentiment qu'il y a des contingences politiques qui sont mais quand on est chef, on est chef. La question se pose. Ou alors on démissionne. Mais très rapidement, Claudie Sia, il soulève un problème, enfin, un binôme, mauvaise gouvernance, population galopante. Éducation. On est dans l'éducation. C'est une problématique d'éducation. Le risque éducation des élites, et donc forcément, vous savez, lorsque vous avez à la tête d'un État des personnes telles qu'elles soient, je ne veux pas citer un pays, mais lorsqu'un ignorant dirige et ignore qu'il est ignorant, c'est le pire des fléaux. C'est le pire des fléaux. Et pourtant, il y a des pays qui arrivent quand même à s'en sortir. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous voyez des Angolais là-bas? On ne peut pas s'en sortir tout seul. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Il y a un problème de vision. On laisse d'abord Claudia finir, s'il vous plaît. Non, je voudrais juste dire sur la problématique d'éducation, vous savez, on a un vrai problème d'imaginaire en Afrique. C'est-à-dire que lorsque vous n'éduquez pas votre population en lui inculquant l'histoire que vous voulez, qui est la sienne d'ailleurs, qui doit être la sienne, lorsque vous regardez les manuels scolaires d'histoire en Afrique francophone imprimés par une grande société française, imaginez qu'aux États-Unis, ce soit des Chinois qui impriment les manuels scolaires d'histoire, ce serait invraisemblable. Et que l'histoire commence à la colonisation, vous vous rendez compte le terme d'imaginaire que vous créez chez les jeunes lorsque vous avez, puisque le sommet bientôt de l'Union africaine et de l'Union européenne, mais comment voulez-vous que l'Union africaine puisse imposer sa vision, je dis même pas l'Union africaine, mais les différents individus et présidents qui parfois, lorsqu'ils sont en privé, vous disent voilà ce qu'il faut faire, et qui ne le font pas, lorsque l'Union africaine est financée en grande partie par l'Union européenne. Non, mais si par exemple, mon cher Patrick, attendez, une nouvelle taxe qui vient d'être créée, qui rentre en vigueur en 2018, notamment sur les produits non africains. Non, mais si Patrick me finance au quotidien tous les mois, si je suis pas d'accord de quelque chose, je vais lui dire oui, Patrick, il va me dire quoi? Bon, rien, Patrick. Parce que c'est lui qui paye. La dépendance est là. Donc, à un moment donné, on a véritablement un problème. Vous savez, sur l'histoire de l'esclavage, en Algérie, vous avez cité l'Algérie, et en octobre dernier, donc récemment, un arrêté très clair ministériel a été pris par les uns et les autres en disant vous ne devez plus prendre, si vous êtes chauffeur de bus, chauffeur de taxi, vous ne devez plus prendre de migrants. Et les migrants, ce sont les Noirs. Très clairement. Et personne ne s'est indigné de ça. Voilà. Patrick Mbeko, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, dit mes services observent rigoureusement la situation sur le terrain pour voir dans quelle mesure nous pourrons... Savez, là comme nous sommes dans quoi? Dans farinade? Nous avons parlé de la CPI ici chez vous. Et je vais expliquer, moi, quand je travaille sur le dossier libyen, quand j'ai enquêté, moi, j'ai eu des contacts avec les gens du bureau du procureur, les gens de son bureau. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait des mandats contre Muammar Kadhafi, son fils, et puis Abdallah Salif. Quand Kadhafi a été assassiné, quelqu'un dans le bureau du procureur m'a dit « écoute, Kadhafi est assassiné et puis c'est fini, le dossier est fermé ». La CPI est au service des États puissants. On a parlé de vision.
il faut avoir une vision. Mais quelle vision? Reposant sur quel paradigme? Parce que nous avons des gens aussi qui ont beaucoup évolué en Occident ou qui évoluent en Afrique, qui ont des grands diplômes, mais dont le paradigme de départ est pollué par l'idéologie. Donc quand le président du Niger demande à la CPI d'ouvrir une enquête en Libye... Écoutez, les Africains ne sont-ils pas responsables pour mettre en place une structure judiciaire pour faire la lumière sur tout ça? Moi, je viens de suivre, je suis en train de travailler sur un dossier et je sais aujourd'hui que la Cour africaine des droits de l'homme a enquêté sur une affaire concernant le Rwanda. On est capable de le faire. On est capable de le faire. Pourquoi est-ce qu'un jour on va juger l'OTAN devant la CPI? Parce qu'on va juger l'OTAN devant la CPI. Pourquoi les Africains vont signer des traités qu'ils ne comprennent pas? Un exemple, les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Rome, ni la Chine, ni la Russie. Mais ça ne nous dit rien. Eh bien, ils le financent. Et c'est ça qui est quand même incroyable. Hein. Ils financent ces cours-là, mais ils n'ont rien ratifié. Alors, les Africains... Ceci dit, une enquête est ouverte en Afghanistan. Non, attention. Il y a eu des enquêtes en Géorgie. Dans tous les pays où la CPI est impliquée, ce sont des pays qui sont aux prises et qui sont au cœur des grands enjeux mondiaux, je vous ai déjà dit ça. Oui. Et quand on enquête en Géorgie, c'est parce que la Russie est intervenue en Géorgie. Quand on enquête en Palestine, on ne dit rien sur Israël. En Afghanistan, les Américains sont impliqués, mais est-ce que vous croyez qu'on va condamner un Américain? Ils ont bien dit qu'aucun militaire américain ne sera poursuivi un jour. Donc à un moment donné, il y a une responsabilité à sauf chez eux. Parce qu'on ne demande à aucun chef d'État d'aller ratifier ces trucs-là. Messieurs, je vous propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.